Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons avec plaisir sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Nos chroniqueuses Dani Loni et Lydia Antoine vous transmettent aussi leurs salutations. Chaque vendredi à 21h, nous vous donnons rendez-vous sur la RPC, Radio Passion Culturelle, pour l'émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace réservé aux auteurs de livres, romans ou toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés des romans ou livres que vous avez aimés. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par email, contact@larpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77. Par le site internet de la radio qui est www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Vous pouvez aussi nous suivre sur l'application Radio Tuning. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Mikanzi, écrivain originaire du Congo-Brazzaville, et auteur du roman d'aventure « Il sera une fois un justicier invisible ». Écoutons maintenant notre entretien avec l'auteur. Alors bonjour à tous, dans le cadre de l'émission Le Livre en question, nous avons notre invité de ce jour, un auteur, Monsieur Mikanzi. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, auteur du roman d'aventure « Il sera une fois un justicier invisible ». Alors monsieur Mikanzi, brièvement, c'est quelques informations sommaires que j'ai de vous. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Voilà, comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Mikanzi. Mon nom complet est Mikanzi Yantete Muntu Yakuza Nguka. Cela veut dire Mikanzi Yantete, c'est premier, Muntu, c'est la personne, Yakuza Nguka, élevé, une personne qui cherche à s'émanciper, à prendre l'essor. Donc, ce qu'on peut savoir de moi, c'est que je suis, mon activité principale, intellectuelle en tout cas, c'est l'écriture. J'écris depuis l'âge de 17-18 ans, quand j'étais au lycée, où j'avais commencé vraiment l'activité d'écriture. J'avais notamment écrit un recueil de nouvelles et aussi une pièce de théâtre, qui n'a jamais été publiée. Donc, depuis ma tendre enfance, j'ai été passionné, je suis passionné par la lecture, par l'écriture, et chemin faisant, au fil de mes expériences, au fil de mes cultures, de mes lectures, j'ai pu en faire une activité, en tout cas maintenant une activité concrète. Ce qui a fait que j'ai pu publier ce livre. Il sera une fois un justicier invisible. Bon, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis aussi parallèlement, je mène une activité sur YouTube où je tiens une chaîne que j'anime, une chaîne intitulée Mikanzi, Système Yakuza Nguka. Mikanzi, c'est moi, Système Yakuza Nguka, c'est un système d'essor, de développement intellectuel, physique, spirituel, en tout cas tous ces processus-là qui conduisent un homme d'un état inférieur vers un état supérieur. Et dans la vie, comme tout le monde, je travaille, je suis en région parisienne depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis aussi passionné par la musique, j'aime chanter parce que je fus dans une autre vie chanteur, chanteur de la musique congolaise. Vous connaissez la rumba, le ndombolo, et j'ai aussi fait du rap, un peu du rap. Donc voilà, c'est un peu mon univers, voilà, l'art, la musique, l'écriture, le sport aussi, que j'ai pratiqué de manière amateur, en amateurisme. J'ai été footballeur, basketteur, mais je continue toujours à m'exercer de temps en temps. Voilà, donc j'espère que j'ai pas mal dit à mon sujet. En même temps, je vais essayer de m'attarder un peu sur le côté iconographique. Quand je vois déjà le décor, je vous vois un peu avec les couleurs de la Jamaïque, de l'Éthiopie, et puis la carte de l'Afrique. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes dans le mouvement kémite ou dans le panafricanisme?
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc dans les icônes, les images parlent. On le dit, il y a une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, vous voyez la casquette, c'est la carte de l'Afrique, parce que je suis africain, hein, je suis africain, je revendique vraiment cette identité. Ce n'est pas pour rejeter celle des autres, mais c'est pour dire que j'aime mon continent, je suis né là-bas, et donc je la porte fièrement, et partout où je vais au monde, je la mets au firmament. Quant à la tenue, ça je l'appelle la tenue Yakuza Anguka, c'est-à-dire la tenue de l'essor du développement. C'est vrai, il y a des couleurs vert, jaune, rouge qui représentent en tout cas, il y a le rastafarianisme, il y a l'africanité. Et donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est ma tenue de combat, hein, le combat, un combat qui est multiforme, un combat spirituel, un combat intellectuel, un combat social aussi, politique, pourquoi pas. Donc voilà, quand je la mets, c'est que vraiment je suis au front. Et je suis debout contre vents et marées pour livrer cette bataille de l'intelligence, de la culture surtout, la culture africaine et aussi de la culture humaine, hein, parce que c'est pas simplement, je réduis pas mon combat qu'à l'Afrique, mais c'est aussi un combat qui veut que le monde entier, en tout cas l'humanité tout entière, soit attentive à ce qui se passe en Afrique, à ce qui se passe aussi dans d'autres pays, dans une sorte de fraternité, une sorte d'écuménisme, hein, intellectuel, politique, social, bref, humain. Voilà. Alors, est-ce que ce livre rentre donc dans le combat que vous menez? C'est dans l'esprit du combat toujours, ce livre? Ou ce roman? En tout cas, oui, ce livre, vous le voyez là, il est là, il sera une fois un succès invisible. C'est un livre où, en l'écrivant, j'étais dans un état d'esprit de me dire que il se pourrait que, après avoir écrit ce livre, c'est que, en tout cas, que je ne sois plus de ce monde, que je disparaisse. Autrement dit, que je meure. Donc, je l'ai écrit comme un testament. C'est comme un testament où j'ai mis toute mon âme, j'ai mis tout mon esprit pour parler de ce que je suis, de ce que nous sommes, nous, intrinsèquement. C'est-à-dire de l'héritage que nous avons reçu, que moi, personnellement, j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents, en tout cas, l'héritage de tout ce qui a constitué, comme je dirais, le soubassement de l'âme africaine, de l'âme de l'Afrique. Donc, dans ce livre, vous verrez que c'est un livre que je qualifie, qui est à la fois un roman, je l'appelle roman essayé ou essai romancé, en ce sens que j'englobe plusieurs thématiques. Je parle de la politique, je parle de l'économie, je parle de la philosophie, je parle surtout de traditions africaines, de la culture, d'ésotérisme, parce que vous verrez que la trame du livre, en tout cas, la trame du livre est une quête, c'est une quête identitaire et surtout une quête spirituelle qui va conduire le principal protagoniste, en tout cas le protagoniste, d'un point où il est, comme vous direz, une table rase, ou en tout cas une table sur laquelle il y a des nez venant d'autres horizons, autrement dit l'Occident, parce que il a été materné par la culture occidentale, en tout cas par l'éducation occidentale. Et donc, partant de ce fait, le protagoniste, le héros du livre, va suivre un cheminement, va suivre, comme il dirait, une initiation, une quête initiatique, une odyssée au cours de laquelle il va parcourir plusieurs contrées de son pays, la République royale du Mbeba, hein, le pays imaginaire, mais qui est un peu partout, hein, c'est la même réalité qu'on connaît. Donc, il va parcourir ce pays-là en quête d'un pouvoir qui réellement existe, un pouvoir ancestral très puissant, que je ne vais pas dévoiler ici, mais je vais quand même dire le nom, le Mpini, hein, parce que nos ancêtres ont nommé les choses, ils ont nommé leur monde, et ce pouvoir, ils l'ont donné comme nom Mpini. Donc, dans cette démarche-là, il va suivre, il va connaître beaucoup de péripéties, ainsi une aventure extraordinaire où le protagoniste appelé Moussaou Fouafoulouka, ce qui veut dire Moussaou, il tient de son ancêtre, un ancien roi du royaume Kouboula, hein, Kouboula. Et donc, Fouafoulouka, c'est la personne qui meurt et ressuscite, autrement dit l'éternel. Donc, il va suivre ce parcours-là, au cours desquels il va rencontrer des sommités intellectuelles et plutôt spirituelles de son peuple qui vont lui montrer la voie à suivre. Ils vont lui montrer la voie à suivre pour atteindre cela. Et donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va parvenir à découvrir ce pouvoir-là, en tout cas à acquérir ce pouvoir ou pas?
artistes prochains et pour ceux qui vont lire le livre, ils sauront s'il a pu atteindre cet objectif, en tout cas ce rêve-là. Voilà un peu. C'est ce qui justifie le titre. Il sera une fois un justicier invisible. C'est cela. Il sera une fois un justicier invisible pour mettre un peu, pour vous expliquer, en tout cas, mettre le décor. C'est l'histoire se passe vers les années 2050. Voilà pourquoi il sera. Hein. En tout cas, c'est aussi un roman d'anticipation, un roman visionnaire, futuriste, en ce sens que je fais aussi, j'ai même oublié, hein, vous verrez que pour ceux qui vont le lire, je fais aussi intervenir une dimension science-fictive, c'est-à-dire la science-fiction pure, en ce sens que les différentes créations, en tout cas les différentes manifestations des personnages qui sont dans le livre feront que vous serez en prise, en contact avec une dimension futuriste des choses, c'est-à-dire des créations, des inventions qui ne sont pas encore de maintenant, mais qui pourront être la réalité, une réalité humaine d'ici 20, 30, 40 ans. Donc, il sera une fois un justicier invisible, c'est le futur qui peut être concret, qui peut se réaliser ou pas. En tout cas, je voulais poser il y a une idée qui me titillait au départ de mettre le titre sous une forme interrogative, c'est-à-dire poser une question. Mais je me suis dit que l'utopie n'est utopie que pour les hommes de maintenant, les contemporains. Hein, il y a un siècle de cela, on ne savait pas qu'il y aurait le téléphone portable, on ne savait pas qu'on pouvait se parler à travers Zoom. Et maintenant, c'est une banalité, Donc, c'est pour dire que ce que j'ai énoncé, ce que j'ai écrit dans le livre, pourra être une réalité, comme je l'ai dit, d'ici 2050. Voilà. De révélation prophétique, peut-être, non? Bon, il y a cette dimension. Il y a aussi cette dimension, au risque de comme on le dit, divulgacher la trame, tout le monde dit spoiler, hein, non, vous voyez que je suis partagé entre ces deux dimensions-là. Mais fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une dimension prophétique, parce que même dans le résumé, vous verrez que je parle d'une prophétie parousique ou parousiaque, c'est-à-dire que c'est des choses qui si l'on voit, pour entrer vraiment dans le vif, au cœur du livre, c'est une prophétie qui a été annoncée depuis des siècles que vers les années 2050, il y aura un homme qui sera le retour, qui sera, comme je dirais, la réincarnation de ce dit roi dont je vous ai fait état, le roi Moussa Oumemou, qui a réellement existé pour tout Congolais, de Brazzaville notamment. C'était un personnage qui a réellement existé, qui était doué de plusieurs des pouvoirs surnaturels. En tout cas, ceux qui connaissent cette histoire dans les années 60, 70, 80, c'est un monsieur qui s'est illustré de manière extraordinaire, mirifique. Et donc, un prophète qui est apparu au Congo dans les années... Bon, vous savez que le Congo, quand je parle de Congo, c'est le Congo avec K. Hein, le royaume Congo et bien même toute la zone de l'Afrique centrale, c'est une zone où, en tout cas un territoire qui a toujours, de tout temps, eu des personnages qui ont émergé, qui se sont illustrés de manière extraordinaire, c'est-à-dire on a eu des prophètes comme Simon Kimbangu, on a eu des Mama Kimpavita qui a été brûlée vive sur le bûcher par les colons portugais, parce que il y a Machua André, plusieurs de des personnages qui se sont élevés, qui ont zangoké, comme je le dis, qui ont zangoké, et c'est-à-dire qu'ils se sont élevés, étaient des illuminés, et à travers leur vision prophétique, je vais par exemple vous donner un exemple, Tata Kimbangu, qui a donné la congrégation des Kimbanguistes dans la zone du Congo, avait dit, la prophétie qu'il avait dit avant de mourir, après qu'il ait été en captivité pendant plus de 30 ans par l'administration belge coloniale, il avait dit le blanc deviendra le noir et le noir deviendra le blanc. Vous voyez, ça c'est sa prophétie. Bon, comment expliquer cette prophétie-là? Je le dis même dans le livre.
Dans le livre, je le dis, je l'explique, ce n'est pas que forcément que le blanc, c'est-à-dire va prendre la couleur noire, ou le noir la couleur blanc, ou alors, mais en tout cas, viendra une époque où le noir va prendre sa destinée, son destin en main, en tout cas le peuple noir, de manière globale, pas que le peuple noir africain, même les afro-descendants, va prendre son essor, va prendre son destin en main pour se gérer, pour fixer son cadre, fixer son horizon. Donc c'est sa prophétie. Et je crois que les choses sont en train, petit à petit, lentement et sûrement, en train de se réaliser parce que l'on constate qu'il y a une prise de conscience généralisée des peuples noirs, en tout cas de tous horizons. Et il y a une autre prophétie qui a été dite par Mama Kimpavita, qui avait dit ceci, je le dis aussi dans le livre, ma vimbi, je le dis en petit Congo et je traduirai, ma vimbi, ma kachopa, manatu kamunchi mansi. Ma vimbi, c'est quoi? C'est l'essor, la santé, le bonheur, le développement. Ma kachopa, kachopa, c'est l'Afrique. Manatu kamunchi mansi proviendra du cœur du monde. Chimansi, c'est le cœur de la terre. Et le cœur de la terre se trouve où, mon cher frère? C'est en Afrique centrale. Et donc, voyez l'Afrique centrale, le Congo démocratique, le Congo, toutes les richesses qu'il y a là. Le jour où les Noirs, tous les afro-descendants vont vraiment se concentrer, vont avoir le pouvoir, vont avoir la vraie indépendance pour gérer leurs ressources, vous verrez que l'Afrique va prendre son essor à partir de cette zone centrale et pour rayonner à travers le monde, comme cela fut le cas pendant plusieurs millénaires. Avec l'Égypte antique, dont je parle aussi ici, et pas seulement. On a vu des royaumes, plusieurs royaumes, avant vraiment la pénétration des envahisseurs, autrement dit des Européens. L'Afrique était vraiment la terre qui comptait, qui donnait la direction à suivre à toute l'humanité. Et malheureusement, on a perdu cette initiative historique. Et à travers ce livre, qui sera une fois Injustice invisible, c'est un livre de combat. Un livre de combat parce que il faut ce combat-là. Et donc, vraiment, je vous exhorte à le lire, à le parcourir, parce que pour moi, c'est comme qui dirait mon évangile, c'est mon testament. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire la couverture du livre? Ouais, justement, vous verrez qu'elle est assez originale, elle est originale. Elle fait penser un peu au drapeau japonais, je vois le yin, le yang et tout. Ben, c'est un peu, toute personne qui connaît un peu la géographie des drapeaux, croira que c'est le drapeau du Japon, c'est vrai, son a la forme, son a la couleur, mais en tout cas, dans mon monde, dans mon imaginaire, c'est pas le drapeau japonais dont le soleil, le vent, mais c'est le soleil. C'est le soleil, c'est vrai que le Japon, ça symbolise le soleil, mais ici, vous verrez que le soleil, il est rouge. Je vais d'abord expliquer les couleurs. Là, on a la couleur noire, ici la couleur blanche. C'est juste pour partir un peu dans les conspirations de la spiritualité occidentale, orientale plutôt, on dirait qu'ici, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire le noir et le blanc qui s'affrontent, qui cohabitent, mais ensemble, qui se pénètrent pas. Ils sont là. Cela implique le bien et le mal aussi en même temps. En tout cas, la dualité. Ça implique la dualité qui a toujours présidé, qui a toujours été le socle, le socle même de l'univers tout entier, de l'humanité. La dualité, le bon, le mauvais, le bien, le mal, la richesse, la pauvreté, tout ce que vous connaissez, chaque chose a son contraire. Donc, d'où ces deux couleurs, noir et blanc. Et au milieu, on a cette espèce de sphère, en tout cas, qui représente à la fois le soleil, mais un soleil rouge, un soleil entaché de sang, parce qu'il y a du sang aussi dans le livre, c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, la violence existe, il y a des violences qui sont constructives, il y a des violences qui sont destructrices, il y a toute forme de violence, en tout cas des manifestations humaines qu'on peut qualifier de violence, mais dans certains contextes, cela ne peut pas être taxé comme tel ou traité comme telle violence. Donc c'est le soleil rouge qui symbolise le sang versé, le sang versé utilement et inutilement, ça peut choquer plus d'un, mais bon, il y a certaines guerres qu'on livre, dans la guerre comme dans la guerre, pour se battre contre l'ennemi, on est obligé, hélas, de passer par là. Donc ça symbolise un peu, ça symbolise la lutte, ça symbolise le sang des héros versés, le sang de nos ancêtres, tous les ancêtres de l'humanité, pas que du côté africain, mais à travers le monde entier. Donc
Voilà, c'est un peu ça la symbolique à travers ces couvertures. Alors, vous suivez donc l'émission, le livre en question. Nous recevons donc Monsieur Mikanzi, auteur originaire du Congo-Brazzaville. Il est auteur du roman d'aventure. Il sera une fois un justicier invisible. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec votre roman? Il sera une fois un justicier invisible avec le retour du Messie dont on parle dans la Bible. Est-ce qu'on peut faire le justicier de Messie entendu qui viendra juger les vivants des morts? Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Le parallèle, vous voyez que la vie, elle est pleine des parallèles. Ce sont que des parallèles en ce sens que chacun construit son monde par rapport à son par rapport à sa vision, par rapport à sa culture personnelle. Le parallèle, on peut le faire pour déjà, dès le départ, il faudrait que je dise les choses comme je les sens. Ce livre, comme je l'ai dit, c'est un livre de combat, un livre intrinsèquement ou profondément ancré dans la culture africaine, dans la tradition africaine, en tout cas dans l'ancestralité africaine. Ce que nous fûmes, nous les Africains, avant que cela ait été perverti par les peuples exogènes, les peuples envahisseurs. Donc, dans la Bible, on parle du retour du Messie, le retour du Messie, je ne sais pas quand il reviendra, comme un voleur, il ne va pas... S'il y a cela. Mais ça, c'est une vérité, si on parle de vérité. Parce que la vérité, elle est comme un miroir brisé dont chacun détient un bout de verre. Donc chacun ne mire qu'une petite portion de la vérité, mais la vérité absolue tout entière, personne ne la détient, aucun peuple ne la détient. Voilà pourquoi moi je dis que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Orbe, en ce sens que tout homme a cette capacité, a cette attitude-là de s'élever, en tout cas d'aller dans les hautes sphères de la connaissance qui pourront lui permettre de se situer dans la vie. Et je le dis, c'est une pensée qui est mienne, la foi nous élimine, la connaissance nous illumine. Je m'explique, j'explique la chose. La foi nous élimine en ce sens que quand tu viens au monde, on te dit de faire des choses. On te prend comme un gamin par la main, on t'amène à l'église, à la mosquée, dans toute... ça, c'est la foi. On te fait croire aux choses. Mais ça t'élimine en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'être. Par contre, la connaissance nous illumine parce que en connaissant des choses, en apprenant, en expérimentant des choses, on s'illumine, on transcende toutes les considérations qui sont d'ordre dogmatique. Donc, ici, j'en fais aussi état, à ma manière, bien entendu, c'est-à-dire le retour d'un Messie, en ce sens que la personne qui est le héros principal est descendant et la réincarnation d'un personnage ou d'une personne qui s'est manifestée de manière prophétique parce qu'il a annoncé des choses, elle a annoncé des choses, elle a fait des choses qui ont permis à son peuple de se transcender, en tout cas d'aller de l'avant. Donc il y a aussi cela, il y a un peu cette considération-là, mais en tout cas rien à voir avec le côté biblique de la chose. D'ailleurs, que je fustige même ici, je ne sais pas si je peux prendre le temps de vous lire un extrait, parce qu'on est là dans le livre, le titre de l'émission, c'est le livre en question, et là vous avez le livre en réponse, le mien. Voilà. Donc, on y va, donc très rapidement, je vais lire. Comment? Le numéro de la page. Le numéro de la page, on est à la page 399. Vous commencez par le dernier chapitre, 399 à 400. Donc, page 399-400. Je vais rapidement lire. Donc, chers amis, les Noirs ont bel et bien une histoire. Ils ont fait bien plus qu'y entrer. Ils ont fait l'histoire. Je vous conseille tous de lire ou d'écouter les historiens noirs tels que le Sénégalais Cheikh Anta Diop, le Congolais Théophile Obenga et Laskoni Nissembe, le Béninois Rekmire Kofi ou le Guadeloupéen Nusere Kalala Omutunde et bien d'autres. Vous découvrirez plusieurs vérités sur le peuple noir qui vont vous ouvrir les yeux. Cela est très important, car nous devons d'abord nous réapproprier notre vraie histoire avant de prétendre à une réelle émancipation, une indépendance totale qui nous mèneront vers l'excellence, vers l'émergence tant annoncée, bref, au développement. Mes frères, chaque peuple sur Terre a originellement sa culture, écoutez bien, sa religion, ses valeurs ancestrales intrinsèques. Le peuple noir a aussi les siennes, mais hélas, au contact de peuples envahisseurs, elles ont perdu leur quintessence ou ont purement et simplement disparu.
Les Européens et les Arabo-musulmans ayant conquis nos terres nous ont fait croire par la ruse et la force que ces valeurs n'étaient pas bonnes, que nos croyances religieuses n'étaient que du fétichisme d'obédience satanique. Nos us et coutumes étaient inhumains, barbares, sauvages, qu'il fallait s'en débarrasser pour adopter les leurs afin d'accéder au paradis après la mort. Car leur religion est la meilleure et le vrai Dieu, le seul capable de résoudre tous les problèmes des hommes sur terre, est aussi le leur. Tout cela, ajouté à tant d'autres supercheries, a eu pour corollaire à long terme la perte de notre identité et surtout l'affaiblissement sociopolitique et économique de nos puissants royaumes. En abandonnant nos systèmes de croyances authentiques qu'ils ont nommés animisme, chamanisme ou fétichisme, pour aller croire en leur Dieu, nous avons sans le savoir signé notre arrêt de mort. Le christianisme et l'islam, qui sont les deux religions majeures en Afrique noire, ne sont pas foncièrement des religions du peuple noir. Elles appartiennent aux peuples qui leur ont donné naissance. Par la violence, ces peuples, plus forts militairement, ont pu convertir les Noirs d'Afrique, créant de facto une division entre les nègres qui se disent chrétiens et ceux qui se considèrent musulmans. Ces clivages, chers amis, nous pourrissent la vie jusqu'à maintenant et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les Noirs se font des guerres fratricides inutiles, voire picrocolines, juste parce que les uns sont fans de Jésus, dont d'ailleurs l'existence n'a jamais été corroborée par aucun historien contemporain, et les autres de Mahomet, deux personnages sectes, avec un message respectable à quelques égards, mais géographiquement et culturellement très éloignés d'eux, alors qu'ils, ces Noirs, ignorent royalement leurs propres prophètes noirs qui ont été systématiquement ou assassinés ou emprisonnés par les leaders de ces mêmes religions venues d'ailleurs. Vous me contredirez si je me trompe. Force est de constater que ces deux religions dont les Noirs sont les plus fervents défenseurs n'ont jamais apporté objectivement, matériellement, un bien-être à l'Afrique noire de manière collective. Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que les églises et les mosquées ont concrètement apporté à l'homme noir qu'ils n'avaient pas avant l'arrivée du christianisme et de l'islam sur les terres africaines? Ce qu'on lui enseigne dans ses édifices, l'homme noir le savait et le pratiquait déjà, certes différemment, mais c'était tout aussi valable, car c'était basé sur le même principe que dans toutes les religions que les hommes ont créées sur terre, la foi en un être supérieur régissant la vie sur terre. En ce qui nous concerne, nous les Noirs, cet être supérieur, ces âmes Yabou. Mais c'est bien, on sent que vous êtes vraiment lancé dans la passion. Elle est étonnant qu'on va conseiller à nos auditeurs de lire. Très bien. Roman, c'était assez éloquent. À justice, donc on va revenir un peu dans l'actualité courante. Alors, comment se porte la littérature congolaise en général, actuellement? Bon, la littérature, en tout cas, s'il est un domaine dans lequel le Congolais, en tout cas le Congolais excelle, c'est bien celui-là, celui de la littérature. En tout cas, c'est le seul sujet, je crois, de satisfaction, le seul domaine qui donne satisfaction qui nous donne satisfaction, en ce sens que on a eu, vous savez, le Congo est une terre de littérature. On a eu les Sylvain Bemba, qui est l'un des tout premiers écrivains africains dans les années 1940-50. Il y a eu la vague des Chikaya Okamsi, le grand poète, les Henri Lopez, les Sonny Laboutansi, les légendaires, le mythique écrivain. Et maintenant, présentement, on a quand même le littérateur, en tout cas l'écrivain le plus connu, le plus populaire d'Afrique, en l'occurrence Alain Mabangou, et il y en a d'autres. Récemment, il y a même un Congolais qui a remporté le prix RFI, je crois, Talent d'Afrique RFI. C'était un Congolais, un romancier congolais, un jeune Congolais qui vient. Donc la littérature congolaise se porte très bien, en tout cas dans la production littéraire. Elle est riche, elle est foisonnante, elle est... À juste titre, qui sont les auteurs qui vous ont influencé à vous? Quel auteur vous a influencé dans votre parcours? En termes d'influence, sincèrement, ce n'est pas pour être prétentieux, je n'ai pas un seul écrivain qui m'a influencé. En tout cas, je ne citerai pas un nom, mais ce sont des influences multiples que j'ai reçues de tous ces auteurs-là. Ces auteurs qui sont africains et pas seulement, parce que ne nous réduisons pas qu'à l'Afrique, le monde, c'est pas que l'Afrique. Je lis toutes les littératures possibles et imaginables. Et donc, en ce sens-là,
choisir dégager un seul écrivain serait quand même, serait pas juste, ne serait pas vrai, ne serait pas conforme à ce que je suis. Ce sont des influences diverses. Moi, je lis, quand je prends par exemple Don Quichotte de Cervantes, hein, les 2 tomes, je les ai ici, je les ai rejetés, ils sont là. Vous voyez, les 2 volumes, je les ai lus et c'est un gars qui m'a émerveillé, il m'a transporté vers un monde que j'ai jamais rêvé, auquel je n'ai jamais rêvé. Shakespeare, par exemple, voilà, c'est aussi dans son utilisation des mots, des métaphores, Molière sans oublier. Donc, la littérature africaine m'a beaucoup influencé, notamment Sonny Labutansi, que j'ai beaucoup lu, en tout cas quelques-unes de ses œuvres, et aussi, voilà, donc, en termes d'influence, c'est des influences diverses, et surtout le plus important, comme je le dis moi dans la vie, si tu veux te laisser une empreinte, une trace sur cette terre, ne cherche pas à devenir le nouveau interne. Agis de telle manière qu'il y ait de nouveaux toi plus tard. C'est-à-dire que ne cherche pas à ressembler à celui qui a déjà fait un nom et qui a fait quelque chose. Tu t'inspires de lui, mais trace ton propre chemin pour qu'il ait des nouveaux toi plus tard, que tu sois aussi une source d'inspiration. Et donc, je suis plus dans cette lancée. Voilà pourquoi vous verrez que pour ceux qui vont lire, qui vont me lire, ils trouveront plusieurs néologismes, c'est-à-dire des mots que j'ai créés qui vont peut-être entrer plus tard dans la langue française courante, hein, parce que je cherche vraiment, je reste original, parce que j'ai une vision du monde qui n'est pas celle de Sonny Labutansi, qui n'est pas celle d'Alain Mabankou, ainsi de suite, qui n'est pas celle de Daniel Laferrière, par exemple. Vous citez aussi un autre écrivain que j'adore. À justice, donc, quel est donc votre prochain chantier littéraire, donc, pour se projeter dans l'avenir? Justement, là, je suis à côté de mon ordinateur. Je suis à mon ordinateur qui est là. Je suis entre 3 livres. Là, je vous montre, celui-ci, c'est un essai philosophique que j'ai intitulé L'Évangile selon Mikanzi. Hein, c'est un essai philosophique où je donne, voilà, je prends plusieurs thématiques, la liberté, là aussi sur la liberté, je parle de la philosophie, je parle de l'amour, c'est quoi l'amour. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ou alors qui pourront être, allez sur Mikanzi, M-I-K-A-N-Z-I, il y a un TT, vous verrez que je mets de temps en temps quelques extraits, hein, donc je suis dessus. J'ai déjà une trentaine de thématiques déjà que j'ai écrites. Et ensuite, je suis en même temps sur 2 autres chantiers. Ce sont des pensées. Je les ai intitulés Les 1001 folies de Mikanzi. En tout cas, c'est des livres, c'est en 2 tomes déjà. Le premier tome est déjà fini. Là, je suis sur le 2e. Et pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous verrez que je lance quelques flashs de temps en temps. Voilà. Donc, je suis dessus. Les 1001 folies, c'est quoi? Ce sont des pensées, des proverbes, des punchlines, parce que j'ai aussi un côté hip-hop, hein, des rap, des saillies, hein, des traits d'esprit, des calembours, hein, des jeux de mots. Vous verrez que j'en use et on abuse même de manière magnifique, merveilleuse. Et donc, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Mais pour le moment, je fais d'abord exister ce roman, ce livre, parce que c'est mon tout premier bébé. Hein, il faudrait d'abord qu'il fasse son chemin, qu'il m'ouvre les portes, que j'aimerais qu'il soit le sésame, qui va m'ouvrir, en tout cas, les grandes portes telles que c'est la vôtre. Hein, c'est déjà un bon pas. Et j'espère que vous allez aussi tout faire pour me catapulter vers le sommet. Mikanzi, on va vous dire merci. Notre émission tire à sa fin. Déjà. On recevait donc M. Mikanzi, originaire du Congo-Brazzaville, auteur du roman d'Aventure, sera une fois un justicier invisible. Alors peut-être un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et on se retrouve peut-être une prochaine fois. En tout cas, le dernier mot, c'est celui-ci. Hein. On est dans l'émission, la belle émission, la grande émission, le livre en question. Et donc, comme je l'ai dit, voici le livre en réponse. Le livre qu'il vous faut, en tout cas le livre qui... vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a, comme je l'ai dit, il n'y a aucun livre qui ressemble à celui-ci. En tout cas, l'histoire que j'ai décrite dans ce livre, ce n'est pas une façon d'être prétentieux. Je sais de quoi je parle. C'est une histoire que vous n'avez jamais écoutée, ni entendu, ni parlé, ni lu. Donc, voilà le dernier mot, il est là. Procurez-vous ce livre-là. Il est vendu chez Eddy Livre, E-D-I-L-I-V-R-E, Eddy Livre. Vous tapez Mikanzi ou le titre, vous allez trouver. Sur Amazon aussi, il est disponible. À la FNAC et sur toutes les plateformes, beaucoup de plateformes en ligne, des librairies en ligne, vous l'aurez.
il faut vous le procurer parce que c'est cela qui fera que vous soyez un monde où vous avez, c'est-à-dire une personne élevée, illuminée, consciente de sa responsabilité en tant qu'homme. Et donc, vraiment, je vous remercie, mon cher Simplice Animo. Ça a été un réel plaisir d'être là. Je suis chez moi, je suis en Haïti, je suis en Afrique. Et vraiment, merci pour la réception, pour cette invitation. Voilà, originaire du Congo-Brazzaville. Merci et à très bientôt. Au revoir. Okay. À très très bientôt, en ensemble. Allez, au tête. Ok, au tête. Notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression « perdre la face ». Cette expression est une expression française attestée à partir du 19e siècle. Elle nous viendrait tout droit de la Chine et aura été mise en lumière par l'ouvrage du père Huc intitulé « Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet » pendant les années 1844, 1845 et 1846. En Chine, le thème « face » ne renvoie pas seulement au visage, mais également à la position sociale d'un individu. Cette expression aujourd'hui couramment employée signifie être humilié, se trouver dans une situation où son ignorance ou sa faiblesse est exposée. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour, La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel, Sur la piste du dernier Maschellini, auteur Danieloni, La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier, Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier, Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki, L'Afrique libre ou la mort de Kémy Séba, Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, le recueil de poèmes Saison noire de l'auteur Phoenix Jasmin, Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animo. En attendant mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée, Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenké et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, un siècle de mensonges et d'hypocrisie de Pierre-Médel Guéhi. Une virgule musicale ici avec l'artiste haïtien Shango. Coup de cœur au bon livre coup de cœur. C'est maintenant au tour de Danieloni pour son coup de cœur littéraire. Pour ces jours, elle nous parle du livre Mais vers la mer où tu te perds par Joël Roy, paru aux éditions Orphy en 2021. Écoutons Danieloni. Bonjour chers auditeurs, heureuse de vous retrouver pour la rentrée littéraire 2021. Pour cette rentrée, ma chronique est consacrée au roman Mais vers la mer où tu te perds par Joël Roy, paru en 2021 aux éditions Orphy. Joël Roy est né en 1950 en région parisienne. Il a fait des études de lettres puis de musicologie en parallèle de son métier d'enseignant. Il devient formateur et se tourne vers les musiques classiques et baroques où il est artiste lyrique pour une durée de 10 ans. Il s'investit dans des mouvements associatifs et met en place avec la collaboration de divers ministères, notamment de l'Éducation nationale, de la famille et de l'agriculture, des conventions relatives à des projets sociaux. Vivant la plupart de son temps en Guyane, il s'est engagé associativement pour la compréhension et l'interculturalité entre les différents groupes sociaux qui peuplent cette région d'Amérique du Sud, qui, rappelons-le, est le plus vaste des départements français. Il s'attache également à la culture des gens du fleuve, les descendants des esclaves ayant choisi le marronnage plutôt que la soumission aux colons. La 4e de couverture de cet ouvrage. Que serait une vie qui n'aurait d'autre destination que sa propre fin, même si elle est inéluctable, même si les destinées, féminines ainsi que masculines d'ailleurs, sont ici marquées du sceau du malheur, ce roman n'est pas un récit tragique. L'espoir n'est jamais absent, ni les bienfaits, ni les temps de répit bienheureux. La forêt n'est jamais irrémédiablement sombre et la vie, ici comme ailleurs, est une navigation périlleuse, ce que les anciens ne cessent de rappeler. Le mal et le bien alternent tout en laissant les personnages dans l'incompréhension de ce qui leur arrive. Voici l'histoire d'une femme, porteuse et passeuse d'un destin qui est, selon la conviction de sa grand-mère putative, une pirogue sur le fleuve qui ne peut jamais retourner à son point de départ mais qui n'arrive nulle part, sauf peut-être à la mer où elle se perd. À noter ceci, Joël Roy vit en Guyane. Romancier, essayiste et auteur d'albums de jeunesse, son champ d'investigation couvre le nord de l'Amazonie, du Brésil au Pérou.
En ce qui concerne la Guyane et le Suriname, ses recherches l'amènent à écouter des témoignages, à mener des entretiens pour tenter de comprendre et de contribuer à faire connaître par ses écrits la culture et la langue des gens du fleuve pour installer un vivre ensemble qui ne pourra se passer de compréhension mutuelle. Outre son activité d'écrivain, Joël Roy est conférencier et intervient en école, collège et lycée. Il est invité régulièrement au Salon du Livre de Paris et au Salon international du Livre de Cayenne en Guyane. Il fréquente également d'autres salons en Europe et en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Joël Roy est titulaire des Palmes académiques. Je vous lis quelques extraits de ce roman. Page 30. C'est bien après que ma mère me rapporta les paroles de l'ancienne, paroles de femme en partance. La vie, avait-elle révélé, c'est comme le fleuve. Tu peux le remonter sans jamais en trouver la source, tant il est nourri d'une infinité de petites criques sorties d'on ne sait où dans la forêt. Tu peux aussi le descendre, mais tu arrives à la mer où tu te perds. Ta vie, c'est une pirogue qui ne peut retourner à son point de départ, mais qui ne va nulle part. Elle songeait à l'incertitude du destin de la femme, qui n'a pas d'autre choix que d'affronter les sauts du fleuve. Page 32. De retour à Albina, elle se mit à trembler lorsqu'elle reconnut de loin la silhouette de l'Amérindien à côté de la brouette pleine de poissons qu'il vendait au même endroit que la veille. Moi, je dormais gentiment dans son dos, ce qui eut pour effet de l'apaiser. S'approchant lentement de lui, elle vit qu'il gardait un bras caché derrière lui. « Fa-I-2, Saskia, comment tu vas ?» C'était bien la voix impensable, improbable, tant elle faisait bondir son âme. Une voix, comment dire, grave comme d'un homme fait, mais teintée comme d'un adolescent, et qui sortait d'une bouche qui n'avait sans doute jamais dû s'ouvrir pour dire le mal sur la terre. Page 63. Je me surprends à me souvenir de certains jours où, après que le fleuve eut mangé son homme rouge, maman marchait comme si son front était trop lourd pour elle, comme un panier qui ne chercherait qu'à se renverser. Combien je lui en voulais dans ces moments-là, je n'étais alors qu'un petit noyau qui n'avait pas encore germé, à peine une petite graine voulant jouer avec le vent, se laisser plaquer par lui, basculer, rouler sur le sable, quand la tête de Mame Saskia était comme un caillou, une pierre trop lourde à déplacer. Et moi, aujourd'hui, ne suis-je pas devenu comme cela, un rocher en équilibre, prêt à basculer dans le vide? J'ai décidé de partir, de fuir ce lieu qui a vu mourir toutes mes mamans. Mon sentiment sur cet ouvrage. Malgré les aspects tragiques de ce roman, qui se veut être le témoin de vie au bord du fleuve qui sillonne entre la Guyane et le Suriname, Joël Roy nous fait découvrir la dure existence des Bushinengués et des Amérindiens qui doivent constamment se protéger des prédateurs qui viennent d'ailleurs dans le but unique de profiter des ressources de leur terre. Les femmes et leurs lignées notamment sont ici représentées comme les piliers du cercle familial et c'est sur elles que repose la lourde charge de perpétuer les lignées à travers le temps. Tour à tour malmenées, souvent violentées par des étrangers cubides et sans état d'âme, leur féminité constamment brutalisée, ces femmes du fleuve trouvent toujours la force de se battre, de lutter malgré tout. Elles ne sont pas résolues à perdre ce qu'elles ont eu la peine de construire. Il y a bien sûr le regard occidental qui découvre la rudesse de conditions de vie intimement liées à la nature dans sa plus stricte dimension. L'auteur dans cet ouvrage leur rend quelque part hommage pour leur résistance dans l'adversité. La mort rôde sans cesse, mais la vie continue à travers les lignées qui ne font que gagner la partie que l'on croyait perdue. Des témoignages, un récit dont les moments de bonheur intense qui explosent aux yeux des lecteurs nous réconcilieront avec leurs épreuves. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité. Excellente rentrée, prenez soin de vous et à très bientôt. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Qui est riche sans être généreux n'a rien. Proverbe africain. Notre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission Le JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question.
Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées, émission, le livre en question, téléphone WhatsApp, plus 33 06 26 31 36 77. La RPC, la radio Passion Culturelle, par email, contact @larpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. À très bientôt.